Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Loïc. Salut. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Merci pour l'invitation, histoire de changer un petit peu de paradigme dans ce webinaire. Tout à fait, je pense que ça va être un sujet très intéressant qui s'éloigne un peu de ce qu'on a l'habitude de proposer. Donc aujourd'hui, nous allons parler de naturopathie quantique avec Loïc Ternisien, qui est du coup... Bon, je te laisserai peut-être te présenter parce que je pense que tu le feras bien Ouais, mieux que moi. j'ai ça sur mes slides. Super. Ton parcours est très complet, une expertise aussi sur plusieurs années qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer un webinaire en collaboration qui s'annonce, je pense, très intéressant. Petite parenthèse pratico-pratique avant de te laisser la parole. Vous l'avez vu, il y a un onglet de discussion. Vous pouvez évidemment échanger pendant la présentation à votre aise. Je vous demanderai, pour plus de facilité, de partager vos questions dans l'onglet Q&A. Comme ça, on y revient facilement à la fin avec Loïc. Je te laisse du coup partager ton écran et je te laisse la parole pour cette présentation. Bonjour Julie. Je vois Julie parce qu'elle dit qu'elle est de Lyon et que nous ne sommes pas très loin. Comment je fais? Pour moi, c'est encore un partage. Oui, donc tu peux recliquer sur le petit ordinateur avec la flèche en dessous de nos têtes Ouais, ok. et remettre ton écran à toi. Non, je vais y arriver. Oui, C'est le petit truc share screen. Ok. oui, c'est ça. Charger. Je suis un peu bilingue en même temps. Alors, on va y arriver. On va parler de naturopathie quantique. Là, nous avons juste un tout petit bug quantique parce qu'il faut C'est que je ça, retrouve le bon pas de slide. pression. Vous êtes prêts? Bon, voilà, c'était le point de départ. Normalement, ça marche, tu me confirmes? C'est parfait, c'est top. Je te laisse la parole. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, évidemment, sujet un tout petit peu différent. On va parler de naturopathie quantique, qui est une approche que j'ai théorisée. Mais surtout, on va parler de comprendre le corps au regard de la physique. Parce que j'ai conscience que naturopathie quantique, il y a peut-être une grande partie de personnes parmi vous qui se disent c'est quoi ce bordel, c'est quoi encore ce énième truc de charlatan dans lequel on met quantique. J'entends, il n'y a pas de souci, mais vous allez voir que c'est quand même assez. Voilà, j'ai bossé mes sujets et on va essayer de changer un tout petit peu de paradigme. La chose qui est à retenir, la chose la plus importante, je crois, de toute cette conférence, c'est je sais que je ne sais rien. C'est une maxime qui est attribuée à Platon par Hippocrate. Et c'est pour moi une des choses les plus importantes, ne serait-ce que de ma vie, de ma vision du monde, et que je souhaite vous partager aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde où une certaine vision de la science, que moi j'appellerais plutôt le scientisme, qui est une nouvelle religion dogmatique, pense tout savoir, pense tout croire, pense avoir des certitudes sur tout. Et pourtant, la science, la vraie science, la science noble, celle que j'ai appris lors de mes études, euh, qui, au dire de certains chercheurs que j'ai pu rencontrer, n'existe plus depuis un certain nombre d'années, la science avec un grand S n'est pas dogmatique, n'est pas religieuse, n'impose pas des croyances. La science elle, elle garde des hypothèses quand elle n'est pas en mesure de prouver non seulement leur existence, mais surtout de réfuter euh, leur existence. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il est impossible de dire que Dieu existe. Mais il est aussi impossible de dire que Dieu n'existe pas. La science, avec un grand S, et pas le scientisme, cette religion dogmatique, n'est pas capable de prouver que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Donc, le bon scientifique pourra faire qu'une seule chose, c'est dire que l'hypothèse Dieu existe est dans un coin de la tête. Elle n'est pas réfutable. Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le sujet, avec certains avec des pistes, mais dans les deux cas, on ne peut pas prouver que l'un est vrai et que l'autre est vrai. Donc, on ne peut pas rejeter cette hypothèse. On est obligé de la garder. Eh bien, je sais que je ne sais rien. Pour moi, ça représente ça. Ça représente une vision noble de la science. Et je vais vous inviter à ouvrir le champ des possibles aujourd'hui dans cette vision du monde. Mais avant, qui suis-je? Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Loïc Ternisien. Je suis ingénieur maître en prévention santé spécialisé en naturopathie, en herboristerie, mais aussi en énergétique.
Euh, Vous pourriez m'étiqueter comme naturopathe, ce que j'ai fait pendant un très grand nombre d'années, mais aujourd'hui, je préfère revenir à la source, à mon métier premier, par rapport à la vision qu'il peut y avoir aujourd'hui de la naturopathie. Je suis aussi fondateur de navae.fr et de naturocompétences.com, donc qui ont pour but de former aux médecines avec un E et pas aux médecins complémentaires, aux médecines complémentaires et alternatives. Je suis donc fondateur de la méthode naturo-quantique et créateur de niaiseries sur Internet depuis plus de 10 ans. Donc peut-être parmi vous, il y en a qui m'ont déjà vu danser sur TikTok pour parler de la constipation, ou encore, c'est un petit peu plus professionnel aujourd'hui de danser sur TikTok, ou raconter tout un tas de bêtises sur mes réseaux sociaux qui ne sont pas des bêtises, mais j'aime appeler ça des bêtises parce que je crois qu'il est important de ne pas se prendre au sérieux. Et je suis aussi, et c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles la naturopathie quantique existe, je suis vice-président d'une association qui s'appelle Decriminalize Nature France, dont l'objectif est de décriminaliser ou dépénaliser l'accès aux plantes, champignons et éléments antéogènes, donc qui éveillent le divin en soi, et donc l'accès à la nature et à sa propre conscience. Ceci étant dit, je terminerai juste par dire que je suis aussi auteur de quelques petits livres. Il y en a en ce moment 7 de disponibles, il y en a 10 d'écrits, donc 2 qui vont sortir bientôt dans la collection En finir naturellement avec. Et évidemment, là, le livre qui va porter cet échange est Naturopathie quantique, avec la préface d'Emmanuel Ransford, qui est un chercheur indépendant en physique quantique. Alors, comment j'en suis venu là ? Je suis donc formé en naturopathie. Je suis aussi énergéticien. Derrière ça se cache tout un tas de qualificatifs, tantôt ésotériques, tantôt spirituels. Mais dans tous les cas, en gros, je suis pas seul dans ma tête. J'ai des perceptions qui peuvent être sensitives, qui peuvent être auditives, qui peuvent être sensorielles de divers types, avec des visions. Et quand j'accompagne en énergétique, donc mettez magnétisme, mais mettez l'étiquette que vous voulez derrière tout ça, il m'arrive d'avoir des visions. Et j'ai une expérience qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années. J'avais une de mes consultantes qui était narcoleptique à Montréal, donc qui s'endormait à tout va. Et je lui propose un remède aromatique. Donc vraiment, au Québec, j'avais la possibilité de faire moi-même mes remèdes aromatiques, ce qui est interdit en France, de les préparer, de les dynamiser, de les doser aussi avec des dosages qu'on n'a pas le droit d'avoir en France quand on n'est pas professionnel de santé. Et j'avais trouvé un dosage nickel, qui marchait super bien. Et le problème, c'est que c'est un dosage qu'on ne pouvait pas garder sur le long terme, parce que neurotoxique, néphrotoxique, hépatotoxique. Donc vous imaginez bien que c'est bien 15 jours, mais on ne fait pas ça sur des années. Et donc, moi, ce qu'on m'avait appris en aromathérapie scientifique, bien solide, c'est quand on arrive à avoir un mélange qui est stable, on transfère les molécules qui sont problématiques par des molécules qui ont exactement le même effet, mais que l'on peut garder sur la durée, sur des années. Donc, avec le premier mélange, elle avait réduit sa médicamentation en accord avec le médecin, elle se sentait beaucoup mieux, elle dormait beaucoup moins bien, enfin beaucoup mieux la nuit, mais beaucoup moins la journée. Bon, nickel. Je change le remède, et là, aucune efficacité. Reprise des médicaments, l'état se dégradait, revenait à son état normal. Pourtant, c'était censé, sur le papier, fonctionner. Et un jour, elle vient en rééquilibrage énergétique, elle s'allonge sur la table, moi je fais ce que j'ai à faire, je ferme mes yeux, je me connecte, j'ai mes visions, mes flashs, mes machins, je fais ce qu'on me dit. Et je me vois à la fin prendre une fiole d'1 millilitre qui se trouve sur le slide, et je me vois mettre une goutte de l'huile essentielle la plus toxique, entre guillemets, sur le long terme, et de lui donner. C'était Eugenia Cariophilus. Il y a pire qu'elle, mais en tout cas... Et de lui donner. Et je me vois lui donner et lui dire, à la fin de la séance, écoutez, je ne sais pas pourquoi, je me suis vu remplir cette fiole-là, vous devriez le porter sur vous. Là, je vois dans ses yeux ok, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Bon. Elle part, elle le porte. Elle revient 3 semaines après, elle avait cassé sa fiole, et elle me dit, écoutez, je viens parce qu'il me la faut vraiment. Et elle dit, écoutez, vraiment, je vais être très honnête avec vous, Loïc, mais là, je me suis dit que là-haut, ça disjonctait un petit peu, quoi. Okay. Mais elle me dit, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais je suis une femme et je ne porte jamais de pantalon. Donc elle me dit, il n'y a qu'un seul endroit où je pouvais porter ma fiole. C'est dans mon soutien-gorge. Et elle dit, quand c'était dans ma brassière,
Donc au Québec, on dit brassière. Quand c'était dans mon soutien-gorge, j'avais des palpitations cardiaques. J'étais trop stimulé. Donc, j'ai été obligé de mettre des pantalons et de porter dans ma poche. Et là, tout allait bien. J'ai réduit mes médicaments. Alors là, dans ma tête, ça a bugué complet. Parce que je me dis, attends, on a à l'intérieur d'une fiole qui est fermée, elle ne sait pas quelle molécule elle a, elle ne sait pas pourquoi elle le porte, parce que je ne sais pas pourquoi je lui dis de le porter. Et elle est en train de me dire que la fiole portée proche du cœur, avec à l'intérieur une molécule, une huile essentielle qui est stimulante, lui crée une stimulation cardiaque qu'elle n'a pas quand elle le met dans sa poche, mais par contre, quand elle le met dans sa poche, elle a un effet qui est l'effet qu'avait l'huile essentielle quand elle la prenait en interne. Je me dis, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe de l'intérieur de la fiole, alors qu'elle ne la respire pas, elle ne la touche pas, à l'extérieur de la fiole, et qui a un effet sur elle. À ce moment-là, j'étais donc au Québec, et, entre guillemets, uniquement naturopathe. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais j'ai fait de la physique, j'ai un travail d'ingénieur. Comment comprendre ce qu'il est en train de se passer chez ma consultante? Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé à me plonger dans la physique quantique, parce que c'est la physique quantique qui m'a permis d'expliquer ce qui se passait à ce moment-là. Et pour ça, avant qu'on rentre dans l'aspect biologie et le lien avec la physique, on va quand même regarder qu'est-ce que c'est que la matière. La matière, comme vous le voyez, c'est de l'infiniment petit. À l'époque, si vous regardez votre main, on voit que c'est un bloc entier. Si on zoome dans ce bloc, on a des atomes. Si on zoome dans ce bloc, on a des électrons. On va avoir un noyau, on va avoir des protons, on va voir l'atome de manière plus définie. Mais si on zoome à l'intérieur du noyau, on va avoir les neutrons. Puis si on zoome à l'intérieur des neutrons, on va avoir les quarks. Et c'est pas fini. Si on continue à zoomer, la matière, en fait, finit par être du vide, des particules entourées de vide. Atome vient de atomos, du grec, c'est une petite partie de matière. Donc déjà, juste en regardant la matière de base, on se dit, mais en vrai, c'est une illusion, c'est du vide qui va avec des charges, des forces qui vont lier les particules qui sont assez fortes pour faire en sorte que ça ait un aspect matériel. Mais que ce soit l'écran que vous regardez là, ou la table sur laquelle je suis, ou même moi-même, en vrai, on est en grande partie formé de vide. La matière, elle a évolué avec le temps. L'atome, c'est pas du tout ce que vous imaginez. L'atome, hop, si je reviens en arrière, là je n'ai pas la vision de l'atome, mais si vous prenez 1911, c'est un petit peu comme ça que l'atome est représenté, même encore aujourd'hui. Ça, c'est faux depuis 1911. Mais on continue à garder cette vision de l'atome. Donc au début, on a donc les particules, on sait que les atomes, ça représente des petites sphères. 1897, on voit que les petites sphères, elles contiennent d'autres choses à l'intérieur, des particules positives et négatives. Et 1911, on commence à figurer qu'il y a un noyau et des électrons qui tournent autour. Et par la suite, donc à partir de 1922, il y a Bohr qui commence à observer que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste un noyau et puis un électron qui tourne comme ça, un petit peu comme un système solaire. Non. On se rend compte finalement, en avançant vers la physique moderne, qu'il y a plus ou moins une chose dont on est certain. C'est qu'il y a un noyau et qu'il y a des électrons. Qu'il y a un noyau et qu'il y a des électrons qui gravitent autour. On sait combien il y a d'électrons qui gravitent autour. De chaque noyau, ça dépend des atomes. Par contre, on ne sait pas où se trouvent les électrons. Comme vous le voyez sur le dernier schéma, et on va voir une petite vidéo après, l'électron, il est partout à la fois. C'est comme un espèce de nuage. Mais ça va aussi se représenter au niveau des différents atomes. Donc en gros, on est dans des nuages. Donc vous visualisez, et on va le voir en vidéo, qu'il va y avoir le centre, et qu'autour, c'est un nuage. On ne sait pas où se trouvent les électrons. J'allais devancer un tout petit peu la suite, mais on est incapable de le savoir. Alors là, pour le moment, dans la présentation, on n'est pas capable de le savoir. Il y a un paramètre qui va faire qu'on va être capable de le savoir. Donc je vous présente une petite vidéo qui va illustrer tout ça. Plus on monte dans le
périodique, plus on va avoir d'atomes, plus on va avoir d'électrons. Mais ça représente ça. C'est des nuages. On ne sait pas où ils sont. Plus ça va, plus il y en a. Plus c'est bordel. Le défi s'est passé. Ah, voilà. Donc vous voyez, l'atome, on est loin de la petite sphère que je vous ai montrée tout à l'heure. On en est très loin de cette espèce de système solaire. Pour pouvoir déterminer, savoir où se trouve la particule, eh bien, je tease, j'ai envie de vous le dire maintenant. Mais pour ça, on va regarder une expérience qui a été faite. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'expérience de la double fente. Cette expérience, elle est fondamentale pour comprendre ce qui se passe dans l'infiniment petit. Pour le moment, on reste au stade de l'infiniment petit. Donc, pour faire cette expérience-là, vous avez donc un lanceur de balles de tennis, un mur avec une fente, et au fond, vous imaginez un mur qui va avoir un petit peu un mur mou. Okay, donc, quand vous lancez les balles, ça marque les balles. Donc là, à juste titre, si vous avez le lanceur de balles, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des balles qui vont rebondir, il y a des balles qui vont passer à l'intérieur de la ligne, et sur le mur du fond, ça vous fait une ligne. Jusque-là, tout va bien. Et même expérience, toujours une balle de tennis, et on fait ça avec deux fentes. Deux fentes, deux lignes. Là aussi, jusque-là, c'est tout à fait cohérent. Par contre, ils se sont dit qu'ils allaient faire ça avec des ondes. Donc là, on est dans la particule, enfin, on est dans la grosse particule, et là, on est dans l'ondulatoire. Là, pour illustrer tout ça, je vais vous demander de faire un effort de visualisation. Vous imaginez qu'à la place du truc qui lance des ondes, il n'y a rien. Vous imaginez que vous êtes dans une pièce, la moitié de la pièce est remplie d'eau, au milieu de la pièce, on a ce mur-là avec une fente, et au fond de la pièce, on a un mur qui est capable de sentir et de marquer ce qu'il se passe. Plutôt que d'avoir un lance-balle ou un lance-onde, là, vous allez vous imaginer que vous êtes au début de la pièce, que vous faites tomber un caillou dans l'eau. Ça va créer une onde. Et bien cette onde-là, elle va avancer. Elle va avancer, et quand il n'y a qu'une seule ligne, elle avance, et elle va passer au travers de la fente, et elle va refaire une nouvelle fente. Enfin, une nouvelle fente. Au fond, il va y avoir une seule onde dont l'intensité maximale va se trouver au centre et face à la fente. Maintenant, si on a deux fentes, bien là, on va se retrouver avec une seule onde qui va en créer deux, qui vont se chevaucher les unes les autres, et on n'aura pas un seul marquage au fond, un seul impact, mais on aura ce que l'on appelle un champ d'interférence. Ce champ d'interférence, donc, est de nature ondulatoire. Donc, rappelez-vous, là, on est dans des balles, là, on est dans de l'eau. Donc, les chercheurs, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, c'est dommage, là, parce que vous avez déjà la réponse. Mais les chercheurs la présentation a bugué, mais c'est pas grave. De toute manière, vous n'auriez pas pu me répondre, là. Les chercheurs, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire avec des particules. Particule, c'est une petite balle. Donc, si c'est une petite balle, on envoie dans deux fentes, on est censé théoriquement avoir deux fentes sur le mur d'en face. Et en fait, en faisant ça, ils se sont rendus compte qu'en lançant des petites balles, ça, en version tout petit, eh bien, ils arrivent à avoir un champ d'interférence. Là, c'est le moment où ça bug dans le cerveau. C'est-à-dire qu'en envoyant quelque chose comme ça, mais tout petit, ça n'agit pas comme ça, mais ça agit comme ça. Merde. Que faire? Et donc là, comme ça va bugger, je ne vais quand même pas vous donner la réponse tout de suite. En bons chercheurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit,
Bon, il y a une bonne solution, on va essayer de regarder où est-ce qu'elle passe, la particule. Elle passe à droite, à gauche, elle passe dans les deux, elle sort, elle revient, qu'est-ce qu'elle fout cette particule? Donc ils se sont dit, on va mettre une caméra juste devant les deux fentes. Comme ça, on va regarder, on va voir ce qui se passe. C'est plus simple et c'est assez logique. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il se passe ça. À partir du moment où il y a une caméra, un observateur, la particule, elle agit comme une balle. Il y a de quoi péter un câble. C'est-à-dire que là, encore une fois, on est dans l'infiniment petit, mais tout ceci, maintenant on le sait, la physique quantique n'est pas réservée à l'infiniment petit, c'est réservé à tout objet est de nature quantique. Mais ça veut dire que là, dans cette échelle-là, l'électron, ou la particule, quand on ne la regarde pas, elle agit comme une onde sur votre droite, et quand on la regarde, elle agit comme une balle. Je vous laisse méditer sur le sujet. Donc ça veut dire que la particule, elle est à la fois, c'est pas de la matière uniquement, ce n'est pas qu'une particule de matière, c'est aussi une onde. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est pour ça que l'on a un nuage d'électrons. On n'est pas capable de savoir où se trouve l'électron parce qu'il est partout à la fois. Il est dans ce que l'on appelle des états superposés. Mais ça, on va le voir après. Pour illustrer ça, j'ai une petite vidéo qui va vous montrer ce que l'on vient de voir. Je jette des particules. Gros son. Là, on a l'onde. Qui nous donne un champ d'interférence clair. Ensuite, on envoie ce que l'on appelle un objet quantique, ce que j'ai appelé particule depuis tout à l'heure. Donc là, vous pensez à un électron, vous pensez à un photon, vraiment infiniment petit. Et on fait ça, on en envoie un à chaque fois. Mais vous voyez que quand on l'envoie, c'est une onde. On ne sait pas où il est. Il va se fixer à un endroit à la fin. Et donc, on a une onde, il se fixe, on a une onde, il se fixe, on a une onde, il se fixe, etc., 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 ce qui nous donne un champ d'interférence. Et là, on ajoute quelqu'un qui regarde. Là, ça se dépêche un peu. Donc ça donne la même chose que la première particule. Donc, si je regarde ça, ça nous apprend quelque chose de fondamental dans la physique. C'est que l'observateur joue un rôle dans l'expérience. Quand l'observateur, en vrai, c'est le mur du fond, on a un résultat. Quand l'observateur se trouve au niveau des fentes, on a un résultat qui est différent. Ça, je peux extrapoler ça bien plus loin que ça, c'est-à-dire que dans toute expérience, l'expérimentateur, celui qui va faire l'expérience, va influencer le résultat de cette expérience en permanence, tout le temps. Si j'extrapole ça encore plus loin, ça veut dire que nous sommes les observateurs de notre propre expérience, les observateurs de notre propre réalité. Donc, qui peut le mieux influencer sa propre expérience, c'est soi-même. Là, on peut parler de l'effet placebo, qui est une manière de moduler l'expérience de la personne. Elle croit à quelque chose qui finit par avoir des résultats biologiques, des effets biologiques. Il y a des études qui le montrent. Dans mon bouquin, je parle d'une fausse vertébroplastie. Vertébroplastie, ça veut dire une vertèbre
que l'on répare avec du ciment. Il y a 2 cohortes. Une, on fait une vraie vertébroplastie. L'autre, on lui fait croire, on lui donne des placebos, on l'amène sur la table d'opération, on coupe la peau, on recoue sans rien faire. Aucune différence significative entre les deux. Oui, ça c'est ce que l'on appelle l'effet placebo. Moi, je vais plus loin que ça. C'est l'observateur a cru en sa propre expérience et a modulé sa propre réalité. Nous sommes les expérienceurs de notre réalité. Donc ça, hop, je reviens là. Donc la conscience individuelle est créée par l'expérimentateur. Et si on veut même aller plus loin que ça, souvenez-vous, je vous ai dit que toutes les particules existent sous forme de potentiel. C'est-à-dire tant qu'on ne la regarde pas, elle est partout à la fois. Là, derrière votre dos, c'est pas ce que vous imaginez. Tout existe partout parce que vous ne regardez pas. Eh bien, dans ma vision de la réalité, nous avons une responsabilité créatrice au niveau de la maladie. Alors, je sais que ça peut faire bondir un bon nombre de personnes, et je l'entends et je le comprends, mais ça veut dire qu'on coexiste dans ce que l'on appelle des états superposés, la version de la personne qui est en bonne santé et la version d'elle qui ne l'est pas, sur des plans de réalité différents. Là, je vais un peu trop loin, on va revenir un petit peu dans la matière. Autre chose que nous explique la physique, ou la physique quantique, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Tout ça, on va voir après l'application à la biologie, bien entendu. L'intrication quantique, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que 2 objets, lorsqu'ils ont été en contact, sont connectés l'un avec l'autre, qu'importe la distance et le temps qui les séparent. La caricature que je donne tout le temps quand je fais mes conférences, c'est vous et votre ex, vous avez été en contact, vous êtes en contact jusqu'à l'éternité, et qu'importe le temps et la distance qui vous sépare. Ça, c'est fondamental, et ça a été encore une fois scientifiquement prouvé. Ils ont pris une particule qu'ils ont coupée en deux, qu'ils ont envoyée à 10 km à droite, 10 km à gauche, ils titillaient la particule de droite, celle de gauche réagissait de manière instantanée à vitesse supralumineuse, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Elles sont connectées. Donc ça veut dire qu'importe le temps et l'espace qui nous séparent, qu'il est possible d'interagir avec les personnes qui sont autour de nous. Ça, on peut même aller plus loin que ça. Toutes les particules de l'univers, toutes, au dire des théories du Big Bang, étaient à l'intérieur d'une tête d'épingle. Ça veut dire que toutes les particules de l'univers ont été connectées à un moment. Qu'importe le temps et la distance qui les séparent, théoriquement, on serait en mesure d'influencer n'importe quelle particule au bout du monde. Ça peut expliquer, pour les personnes parmi vous qui ne comprendraient pas les effets à distance des médiums, des guérisseurs, des chamans, des tout ce qu'on veut, c'est ça qui peut l'expliquer. Que la personne va se mettre en résonance par son intention avec l'être qui est composé de particules au bout du monde, parce qu'il y a déjà eu un contact, il y a des milliers d'années, entre leurs particules. C'est une théorie, c'est une explication. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est une des pistes qui peut expliquer ce genre de choses-là au regard de la physique. La prière a été étudiée, l'intention a été étudiée. Il y a plein de choses qui ont été étudiées, on ne veut juste pas les regarder. Autre point, c'est l'information. L'information, nous baignons dans notre quotidien dans ce que l'on appelle une énergie fondamentale qui serait la source de la création du monde physique. Ça, c'est quelque chose que toutes les cultures ancestrales disent. Du Noun égyptien aux croyances de la médecine traditionnelle chinoise, aux croyances de l'Ayurveda, ou de ces cultures-là. Toutes ces croyances ancestrales le disent. Il y a quelque chose qui existe en dehors de la matière et qui est la source du monde physique. Les alchimistes le disent. Ils parlent de la materia prima. C'est la matière fondamentale ou matière primordiale, c'est-à-dire c'est cette chose qui existe et qui va donner naissance au monde physique par un apport d'information. Donc il y a Lazo qui a prouvé via des équations mathématiques que toute l'information de l'univers était incluse dans un seul proton. Cette information contenue dans le vide est une connexion subtile entre deux choses à des endroits différents de l'espace-temps. C'est ce qu'on vient de voir. Dans cette hypothèse,
Ce serait l'information qui serait instantanément, à vitesse supralumineuse, envoyée d'une particule à une autre. C'est-à-dire, ça ne se passe pas dans la matière. C'est un autre plan où la particule qu'on titille à droite est immédiatement informée de ce qu'elle doit faire parce qu'elles sont toutes les deux en équilibre. Donc, en résumé, on pourrait dire que l'information n'a ni masse ni matière, qu'elle a besoin d'énergie, que la matière et l'énergie sont les vecteurs de cette information, et que c'est l'information qui va téléguider et donner une impulsion à la matière. Ce qui peut expliquer des guérisons miraculeuses. On voit ça dans la religion catholique à Lourdes, par exemple, avec ces guérisons qu'on n'est pas capable d'expliquer. Il est probable que cela puisse s'expliquer de cette manière-là, que quelqu'un ait une foi tellement forte en sa propre guérison, même si on peut mettre ça sous l'effet placebo, qu'en fait, l'information qu'elle partage va téléguider et impulser une transformation physique dans la matière. Alors vous comprenez que j'ai essayé de chercher ce que pouvait dire la science par rapport à mes propres perceptions et par rapport à ce que je pouvais voir dans mes consultations. Mais ça peut aller plus loin que ça. En bref, aujourd'hui, on sait que tout est quantique, que tout objet est quantique, que toute particule existe à la fois sous forme d'ondes et de particules, matière et non matière, matière physique et probabilité, ondes de probabilité. Toutes les probabilités coexistent dans l'instant présent tant qu'il n'y a pas d'observateur. Tous les potentiels existent. Tous. Il est impossible de connaître avec précision le trajet d'une particule. Pour Heisenberg, le grain de matière est insaisissable comme un nuage de points où chaque point constituerait une position possible, plus ou moins probable, de ce grain. L'observateur joue un rôle dans l'expérience, vous l'avez compris. Deux particules ayant un passé commun peuvent entretenir encore un lien direct, une liaison immédiate, quelle que soit la distance qui les éloigne. Et dans certaines théories, qu'importe le temps qui les sépare, puisque le temps, là aussi, on pourrait en parler longtemps, c'est le cas de le dire, mais c'est une variable qui va dépendre de l'échelle. Plus vous allez vite dans l'espace, plus vous reculez dans le temps. Vous avancez dans le temps. Évidemment, là, je vais avoir un doute, je fais toujours l'inverse. Vous prenez des jumeaux, vous en envoyez un dans l'espace rapidement et loin, il revient, de mémoire, il est plus jeune que celui qui est sur Terre. Alors après, c'est peut-être l'inverse. Comme je vous dis, je confonds. La particule est capable de passer dans certaines conditions au travers des obstacles. Ça, je vais vous le décrire dans un instant. Tout est au présent. Il est donc possible d'agir sur le passé, le présent et le futur, puisque tout n'est qu'un éternel instant présent, un peu comme un millefeuille. Tout serait déjà présent sous un champ d'information et l'information est ce qui va téléguider et donner une impulsion à la matière. Je voudrais revenir sur la particule est capable de passer dans certaines conditions au travers des obstacles, parce que ça, c'est quelque chose qui explique beaucoup de paramètres en biologie. Si vous prenez un appartement isolé, alors on a tous eu ça, ok ? Un voisin qui met la musique trop forte. On est d'accord que s'il la met assez fort, on est capable d'entendre et peut-être de savoir quel est le chanteur qui chante, peut-être connaître la chanson qui chante. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe au travers du mur. S'il jette une balle contre le mur, la balle, elle ne va pas vous finir dans la gueule dans votre appartement. Eh bien, en physique quantique, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. On sait qu'à partir d'une certaine énergie et d'une certaine épaisseur de l'obstacle, la particule va traverser l'obstacle. Ce qui est quand même vachement utile dans plein d'exemples dont je vais vous parler. Donc, si on prend la biologie et la physique quantique, un bel exemple de l'effet tunnel, eh bien, comment voulez-vous expliquer la transformation du tétard en grenouille dans un temps aussi rapide? On parle d'un machin qui devient complètement un être vivant complètement différent. Eh bien, ça s'explique via l'effet tunnel, avec des particules en fait qui vont
bypasser certains obstacles pour remodeler au niveau particulier eh bien, la biologie de la personne. Parce qu'en fait, si, n'oubliez pas, on va voir des exemples concrets après, mais nous, on est fait de matière. La physique quantique, elle existe. La chimie quantique existe. Et Dieu sait si j'en ai bouffé en long, en large et en travers pendant mes études et que je captais rien du tout à ça. C'est peut-être votre cas aussi. Mais vraiment, je comprenais rien du tout. Mais par contre, on ne m'a jamais parlé de biologie quantique. Pourtant, il me semble que nous sommes faits de particules, qu'il y a des réactions chimiques à l'intérieur de notre corps, qu'il y a des échanges d'électrons. On entend beaucoup parler des antioxydants, des oxydants. Mais je suis désolé, mais ça, c'est des particules, c'est des électrons qui bossent entre eux. C'est des équilibres au niveau des molécules entre elles. Donc, il est, dans ma réalité, complètement débile d'occulter la physique quand on parle de biologie. Et je pense que c'est une des grosses erreurs de la médecine actuelle. C'est de vouloir voir les choses qu'au travers d'un prisme, alors qu'il suffit de changer de paire de lunettes pour essayer de comprendre peut-être les choses autrement. Je vais vous donner des exemples. Donc là, il y en a quelques-uns, mais je vais les décrire. Donc voilà, hein, biologie et physique, je m'excuse, mais on en parle de la glycolyse, de la fermentation et de la respiration. On en parle du cycle de Krebs. Ça rappelle peut-être de vieux souvenirs. Non mais tout ça, c'est des réactions chimiques, mais qui sont basées sur le mécanisme de la physique. C'est des échanges de particules. Tout ça, on est obligé de le regarder, tout notre métabolisme, on est obligé de le regarder autrement. On est obligé de se baser sur les lois de la physique après ce que je vous ai dit. Ah, voilà. J'ai oublié de mettre un truc. Donc, biologie et physique quantique, regardez-moi ce bel exemple, la photosynthèse. Là, on va avoir l'effet de la superposition quantique. Vous imaginez quand même que la photosynthèse, on a du soleil, on a une onde, on a des photons, ok, on a des nutriments et ça fait de la matière. Magie. J'allais dire magie Majax, mais ça, pour le coup, si vous n'êtes pas vintage, vous ne comprendrez pas. Donc, chez les plantes et chez certaines bactéries, on pense aux cyanobactéries par exemple, la photosynthèse repose sur l'optimisation des transferts d'énergie grâce à des propriétés quantiques. Les photons sont absorbés par de la chlorophylle via les chloroblastes, petit doute, et l'énergie donc excistionique se propage par superposition quantique, explorant simultanément plusieurs chemins pour atteindre le centre réactionnel de la matière de manière ultra efficace. Et ça a été étudié pour expliquer l'extrême rendement de la photosynthèse, jusqu'à 95% d'efficacité énergétique, pour passer d'un rayon lumineux, d'une énergie lumineuse, avec des éléments de base, ça finit par donner de la matière. Et là, on se retrouve avec des feuilles, des plantes, etc. Vous imaginez la magie d'avoir une graine qui devient un arbre? Enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Un séquoia géant part d'une graine. Mais sauf que toute la matière du séquoia géant, elle n'était pas dans la graine. Enfin, façon de parler. Ça, c'est une des explications. La magnétoréception des oiseaux avec l'effet spin. Ah bah oui, l'oiseau, il est marrant. L'oiseau migrateur, il part d'un bout du monde, il arrive à l'autre, il n'a pas de GPS, lui. Par contre, il arrive à destination. Eh bien, il y a une expérience qui a été faite où ils ont camouflé les yeux des oiseaux, ils les ont mis dans une cage de Faraday dans laquelle ils pouvaient moduler le champ électromagnétique. Ils se sont rendus compte, en fait, ils arrivaient à diriger l'oiseau parce que ses griffes allaient se marquer sur une partie de la sphère. Eh bien, les oiseaux migrateurs perçoivent le champ magnétique terrestre grâce à une sensibilité quantique qui se trouve à l'intérieur de leurs yeux. Une protéine, donc le cytochrome, dans la rétine des oiseaux contient une paire de radicaux libres dont l'état de spin, donc un état de la matière, est affecté par le champ électromagnétique terrestre. Ce mécanisme donc repose sur la cohérence quantique, donc un effet qu'on appelle l'effet de Zeeman, permettant aux oiseaux de s'orienter lors de leur migration. En gros, leurs yeux vont se déplacer on suit notre regard, donc les yeux vont se déplacer dans une certaine direction et les oiseaux savent où aller. L'autre chose, l'odorat, avec l'effet tunnel, là aussi des électrons. Non mais, l'odorat, on nous a toujours dit c'est une clé puis une serrure.
Donc, ah là 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 là, hein, je sens de l'amande. Je mets la clé amande dans mon nez, hein, il y a plein de serrures là-dedans, c'est bien connu. Je mets la clé amande, ça sent l'amande. Ah, comment est-ce qu'on explique que de mémoire c'est le benzène qui sent aussi l'amande? Comment est-ce qu'on explique ça? C'est une clé différente, mais ça rentre dans la même serrure? Ça s'explique par la physique quantique. Il y a des théories qui expliquent qu'en vrai, eh bien, le nez fonctionnerait de la même manière que les oreilles. Ce serait de l'ondulatoire. Le récepteur olfactif pourrait détecter la forme de la molécule odorante, mais aussi ses vibrations via des échanges d'électrons entre le récepteur et la particule, ce qui crée, on peut imaginer ça comme une sorte de mélodie, une genre de fréquence, et c'est ça qui va transférer l'information au niveau du système nerveux pour aller reconnaître l'odeur. Mutation de l'ADN aussi, qui peut s'expliquer par l'effet tunnel avec des protons qui peuvent traverser des liaisons hydrogènes de l'ADN par effet tunnel pour provoquer des mutations spontanées. On peut aussi avoir des superpositions quantiques où il a été suggéré que les bases azotées pourraient exister dans plusieurs états quantiques simultanément avant de se stabiliser dans un état quantique particulier. Et je terminerai quand même par un exemple qui est quand même plutôt parlant, la respiration cellulaire, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le métabolisme énergétique du corps repose sur la chaîne de transport d'électrons des mitochondries. Mais on se rappelle que les électrons ou les protons, qui sont des particules infinitésimales, sont dans des états superposés. Ils sont à plein d'endroits à la fois. Ils sont capables de traverser les murs. Donc l'effet tunnel quantique, donc tunneling, c'est l'effet tunnel des électrons, eh bien les électrons ne se déplaceraient pas de manière classique, mais pourraient sauter entre les complexes enzymatiques que l'on retrouve dans la respiration grâce à l'effet tunnel, ce qui va accélérer la réaction. C'est un petit peu comme bypasser le système. On a aussi la cohérence quantique, donc certains modèles suggèrent que la cohérence quantique pourrait jouer un rôle sur l'efficacité du transfert d'énergie. Je vais aller un petit peu plus vite parce que là, je sens que je pourrais passer 3 heures. Il y a une étude séminale publiée, donc là, hein, qui explique que des résidus clés de l'eau interne, qui identifient des résidus clés et de l'eau interne comme médiateurs qui augmenteraient le taux de tunnelage, donc l'effet tunnel, de près de 3, donc multiplié par 3 pour atteindre des valeurs significatives, physiologiques significatives. Cette efficacité est importante pour maintenir le gradient de photons qui alimente la synthèse d'ATP. Un autre phénomène quantique lié donc au tunnelage du proton dans l'ATP, c'est l'enzyme responsable de la synthèse d'ATP. En utilisant un gradient de protons, eh bien, l'effet tunnel implique le mouvement mécanique en mécanique quantique des protons à travers des barrières énergétiques qui pourraient améliorer le taux d'efficacité des transferts de protons de cette enzyme. Et là, j'aimerais aborder les travaux alors je veux clairement écorcher son nom, hein, Jens Georgi, voilà, qui tente justement d'observer et de regarder le cancer d'une manière différente. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le docteur Schwartz sur la vision du cancer et qui nous explique qu'en fait, on est dans le champ complet sur la vision des mécanismes cancéreux depuis un très grand nombre d'années et qu'on n'arrive pas à faire de progrès. Évidemment, lui explique que si on regarde les études de la bonne manière, on voit qu'on n'a pas nécessairement une augmentation significative des traitements depuis plusieurs dizaines d'années. Ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens, je préfère le préciser. Parce qu'on regarde mal, en fait, le cancer. Dans une expérience de ce monsieur, dont je vais écorcher le nom, expose les cellules à du cyanure. Comme elles ne peuvent plus utiliser l'oxygène, eh bien, elles vont brûler les sucres et se mettre à fermenter. Et on sait que les cellules cancéreuses fermentent. Du coup, elles fermentent et elles se divisent. Ces mêmes cellules sont ensuite exposées au bleu de méthylène, qui est un colorant, qui va restaurer la respiration cellulaire. Et il a observé eh bien, que le bleu de méthylène capte les électrons et inverse la fermentation cancéreuse. Et on se retrouve avec des cellules qui redeviennent normales. Pour lui, eh bien, la biologie est moins complexe qu'il n'y paraît. C'est avant tout une affaire d'échange d'électrons et de protons. Et la prolifération tumorale résulte donc d'un excès d'électrons, avec un apostrophe en moins, bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Il y a d'autres chercheurs, des chercheurs français, donc comme Romain Attal et son équipe,
qui comprennent que le métabolisme s'apparente à des circuits électriques. Quand tout fonctionne, les électrons qui sont régulièrement apportés par les aliments, par notre hygiène de vie, se combinent avec les protons et l'oxygène extrait eux aussi des aliments pour former de l'eau. Et la biologie est beaucoup plus simple là aussi qu'il n'y paraît, mais c'est une erreur de copier-coller. Ah non, pas du tout. Soit la cellule respire et brûle du glucose, soit elle va fermenter et se diviser. Et donc le métabolisme arrache des électrons et les protons de la molécule de glucose pour se combiner avec l'oxygène et former de l'eau. Et la réaction chimique dont toute vie dépend, c'est celle-ci. 2 protons plus 2 électrons plus un atome d'oxygène donne de l'eau. On peut aller plus loin que ça. Et là, je vais vous présenter en fait le vivant au travers des émissions photoniques. C'est des travaux qui ont été faits par Georges Weimann, qui s'est amusé à utiliser l'électrophotonique pour regarder les différentes émissions du vivant. Il a comparé donc une feuille de fraisier vivante, c'est-à-dire dans la terre, parce que manger vivant, ça veut dire autre chose, et une feuille de fraisier traitée. Et vous voyez bien qu'il y a une incohérence dans les émissions de photons de ces deux plantes. Vous avez un champignon bio, un champignon OGM qui ont pu être observés de la même manière et je crois qu'on voit la différence. Il me semble qu'on la voit plutôt bien. Même chose, mais là avec un travail avec l'intention. C'est une fleur de lierre témoin qui a été coupée et une fleur de lierre qui a été magnétisée à 50 minutes d'écart. Donc on voit que d'un côté, on a un début d'incohérence au niveau des particules, avec une émission qui est moins belle du côté témoin sur laquelle on n'a rien fait, mais si ça a été magnétisé, donc mis une intention, eh bien on se retrouve, donc l'intention de magnétiser bien sûr, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus cohérent au niveau des émissions particulières. Ça c'est la même chose pour nous, hein. Je rappelle que nous sommes de la biologie. Bon, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que au niveau de l'être humain, il y a de plus en plus d'approches en fait qui sont rangées de côté aujourd'hui. On pense à la biorésonance, on pense justement aux effets du magnétisme, etc. La biorésonance part du principe que chaque élément dans le corps va avoir sa propre fréquence. Mais si on prend un tout petit peu de recul sur cette information-là, chaque particule a sa propre forme, va avoir un certain nombre d'électrons. Donc, un certain état ondulatoire. Ces particules ensemble vont donner des cellules. Mais les cellules, elles sont différentes dans le corps. Donc, les cellules vont avoir un certain état ondulatoire. Ces cellules donnent des organes. Donc, l'organe va avoir un certain état ondulatoire, donc une certaine fréquence. Donc, le corps humain de la personne va avoir une certaine fréquence. Je vous ai dit que tout objet, que la physique quantique ne s'appliquait pas uniquement à l'infiniment petit, parce qu'il y a des études qui ont été faites avec l'expérience de la double fente dont je vous ai parlé tout à l'heure, double fente de Young, qui a été faite avec des acides aminés ou des petits antibiotiques, ce qui sont des macroparticules. On n'est pas sur des molécules, hein, macromolécules, on n'est pas sur des particules. Ça fait exactement la même chose. On a un champ d'interférence quand on n'a pas d'observateur. Pourquoi j'en ai là? Je ne sais plus. Mais pour vous montrer que dans notre corps, quand on regarde la biorésonance quantique ou la biorésonance au travers de la physique, il y a une certaine logique à se dire que chaque organe a sa propre fréquence et que lorsque l'on apporte la bonne fréquence à cet organe-là, il y a une mise en résonance de ces fréquences-là qui va guider l'organe à rééquilibrer ses particules. Une mise en résonance, c'est quoi? Pour illustrer ça, en physique, on oblige les armées à ne pas marcher au pas sur un pont. Pourquoi? Parce que si tout le monde marche au pas, la fréquence du pas est prise par le pont, qui va augmenter sa fréquence et qui peut casser. Et donc, les militaires ne doivent pas marcher au pas sur un pont. C'est exactement la même chose. Si vous avez un organe, une cellule qui commence à avoir une fréquence qui est incohérente ou qui n'est pas la fréquence que l'on souhaite avoir, qui n'est pas la fréquence santé, lorsque l'on envoie via la biorésonance ou via d'autres outils ou même via l'intention, il y a plein de manières de le faire, la bonne fréquence, on force les cellules à opter pour cette fréquence-là et la mettre en résonance, donc apporter la bonne énergie, appelez ça comme vous voulez.
Le regard de la physique, c'est ce qui se passe. Par contre, ça, c'est des choses, on le sait depuis un moment. Hein. Si on regarde ce que moi j'ai appelé la phytothérapie quantique, eh bien, les anciens savaient que si vous regardez la feuille qui est en haut, c'est de la pulmonaire, une plante qui soigne les poumons. Eh bien, pour les anciens, quand ils regardaient la feuille, ils observaient que ça ressemblait à un poumon avec des alvéoles pulmonaires, les petites taches. Bon, fallait être créatif, je suis d'accord. Moi, j'aurais peut-être pas vu ça. J'aurais peut-être vu des petites tumeurs cancéreuses sur un poumon, mais bon, voilà. En dessous, vous avez la prêle. Alors, la prêle, c'est beaucoup plus évident. La prêle, regardez, on dirait qu'elle est complètement articulée. Elle a plein de... La prêle, c'est une plante que l'on va utiliser pour le système ostéo-articulaire. Et en fait, quand on regarde le vivant au travers de la physique, eh bien, on se rend compte que la plante, elle va contenir l'information de son espèce, l'information de son milieu de vie, l'information de la plante en elle-même, de toutes les molécules qu'il va y avoir à l'intérieur, et l'information signature. Donc ça, c'est la théorie des signatures de Paracels, qui dit que on retrouve dans les plantes, si on les regarde et qu'on apprend à les regarder, visuellement, on va voir à quoi elles servent. Donc là, si on veut mettre en pratique, eh bien, c'est ce que j'explique à mes étudiants en naturo-quantique, eh bien, il est possible de choisir la plante. Là, parce que je parle de plante, mais c'est valable pour tout. Hein. On peut choisir la plante en fonction, eh bien, est-ce qu'on choisit un extrait standardisé, une plante entière, quelle est la qualité de la plante, quelle est la partie de plante que l'on va utiliser, le choix de la forme galénique, le lien entre la plante et le consultant, parce que tout ça va jouer un rôle au niveau de l'information de l'accompagnement. Je peux aller plus loin que ça. Si je reviens un tout petit peu avant, j'ai lu des travaux, de mémoire, c'était les frères Pain qui avaient fait ça avec l'homéopathie, parce que tout ça explique l'homéopathie, bien sûr. Laissez-moi 2 secondes, je vous l'explique. C'est qu'il arrivait d'avoir des personnes qui viennent consulter pour une pathologie qu'un membre de la famille devrait avoir. Et eux, ils ont montré l'exemple qu'ils ont eu un jour en consultation une femme qui avait une hépatite, mais c'est son mari qui était alcoolique. Et ils ont travaillé à, plus sur le plan informationnel, à retirer cette information, à remettre un équilibre anthropique à l'intérieur de son corps pour que ça disparaisse. Intriqués, hein, ils sont intriqués. Donc en bref, chaque molécule présente dans les végétaux est vectrice d'une information à son échelle. L'ensemble des molécules crée une synergie avec une fréquence nouvelle. Ce sont les molécules qui, à la fois dans le corps, vont interagir sur les circuits neuro-endocriniens pour produire une cascade de réactions dont l'objectif est de remettre de l'ordre, de ranger la chambre de notre corps et de retirer l'information en trop dans un terrain désordonné. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que là, j'en avais pour 3 heures. Les molécules chargées négativement sont riches en électrons et pourront donc facilement s'en séparer, alors que les molécules chargées positivement ont tendance à envoler. En bref, tous les échanges de particules sont de nature quantique, avec tout ce que cela comporte. Ainsi, eh bien, quand vous faites une infusion, si on prend cet exemple, non seulement vous informez l'eau de toute l'histoire de la plante, il y a les échanges de molécules qui se font, c'est quand même assez fascinant. Je n'ai pas parlé de l'eau là, mais on est quand même composé à 80% d'eau, mais si on regarde la masse moléculaire, c'est 99% de masse moléculaire qui est faite à partir des molécules d'eau. Et l'eau agit et interagit avec les fréquences. Donc là, j'en parle dans mon bouquin, il y avait travaux de pas mal de professeurs, dont le professeur Marc-Henri, sur la cohérence de l'eau, sur justement le fait qu'on parle de la mémoire de l'eau, mais dans 90% des cas, soit c'est des gens qui ne savent pas l'expliquer, soit c'est des gens qui disent non, c'est de la merde, mais qui ne savent pas l'expliquer non plus. Mais il y a des travaux, je vous encourage à lire, si vous avez vraiment la foi, les livres du feu professeur Marc-Henri qui sont indigestes. On va le dire tel que c'est. Mais par contre, c'est des vrais travaux de physique quantique vraiment intéressants pour théoriser ces travaux-là, ce qui explique justement l'homéopathie, le fait que l'on a une information de la plante ou d'autre chose qui va passer dans l'eau, et plus on dilue, moins on a de molécules, mais plus on va avoir dans l'information, donc entre les particules, l'information du remède, et c'est ce qui explique le fonctionnement de l'homéopathie. Ce qui théorise le fonctionnement de l'homéopathie. Ce qui expliquerait. Je fais attention à ce que je dis. Attention, ainsi pour peu que l'on soit assuré de la quantité et de la vitalité de la forme galénique que l'on va choisir, on va pouvoir travailler avec la plante médicinale de plein de manières différentes, et pas nécessairement en la donnant à la personne,
mais je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui sur ces sujets-là. Je dis tout ça dans mes formations. Ou dans le bouquin, certaines d'entre elles donc ne présentent une vision plus informationnelle que d'autres. On pense aux fleurs de bac, où là aussi c'est juste de l'information. Les fleurs de bouche australien, c'est juste de l'information. Voilà. Tout un tas d'utilisations peuvent être faites. L'eau, j'en ai parlé vite fait, je ne vais pas aller plus loin que ça. Il y a une histoire de conscience aussi en physique quantique. Il y a des théories qui montrent que c'est la conscience qui est à la source de tout. Et pour terminer avec ce que j'ai construit en termes de naturopathie quantique, eh bien, j'y ai mis 7 principes fondateurs. Le principe d'indétermination, principe d'indiscernabilité, d'indivisibilité, l'intrication quantique, l'intemporalité, le rôle de l'expérimentateur et la potentialité. Donc tout ça, évidemment, est très détaillé et avec 5 commandements. De la confiance, tu déploieras, puisque la confiance est l'effet de la psyché à une action profonde sur la matière, vous l'avez compris. De l'engagement, tu auras, de la conscience, tu développeras, de la cohérence, tu détiendras, et de l'amour, tu alimenteras. Et j'ai réussi, et j'en suis pas peu fier, à tenir le timing à 5 minutes près, et pourtant, je me suis beaucoup censuré. Donc j'espère que ça vous a plu. Le défi est relevé. Bravo Loïc. C'était pas garanti, hein. Mais merci beaucoup. Je pense que les commentaires sont sans équivoque. C'est un sujet qui est rarement abordé et que tu as fait ici avec beaucoup de passion et beaucoup de pédagogie. Donc, merci beaucoup à toi. Il y a quelques questions. Donc, je vais peut-être te laisser reprendre ton souffle à ton aise, voir peut-être un petit coup. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, je donne des formations sur le sujet. Hein. Évidemment, là, c'est juste une... Hein, j'ai juste saupoudré. C'est ça, c'est une introduction et puis, tu as donné pas mal de ressources aussi pour qu'on puisse chacun aller plus loin sur ces sujets-là. Donc merci à toi. Je vais prendre 2 petites minutes pour présenter SimpliCure et puis on passera, aux questions. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore SimpliCure, c'est la plateforme aujourd'hui qui vous proposait ce webinaire. SimpliCure, c'est du coup une plateforme, un outil de quotidien qui va vous permettre en tant que praticien de recommander les différents compléments alimentaires, les différents compléments alimentaires des différents laboratoires que vous souhaitez à vos patients. Donc, je vais peut-être vous partager mon écran pour vous montrer comment ça se présente. Lorsque vous êtes sur SimpliCure, alors, où j'arrive à partager mon écran si ça veut bien se mettre en place, voilà. Lorsque vous êtes sur SimpliCure, vous allez arriver ici, sur cette page d'accueil, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les webinaires, les replays qu'on propose. Donc, en tant que personne inscrite sur SimpliCure, vous pourrez aussi revoir le replay de ce que Loïc nous a partagé aujourd'hui. Concrètement, ensuite, vous allez pouvoir créer une recommandation pour votre patient. Vous pouvez ajouter un produit et vous accédez du coup au catalogue qui reprend plus de 2500 références avec 130 marques de laboratoires différents. Évidemment, des filtres sont mis à votre disposition pour que vous puissiez facilement retrouver le produit que vous cherchez. Donc, on peut trier aussi par ingrédients, par exemple. On peut aussi, aujourd'hui, on parlait de phytothérapie, choisir par type de produit. Donc voilà, il y a plusieurs façons de chercher. Ensuite, vous ajoutez le produit que vous souhaitez recommander à votre patient. Vous spécifiez la posologie, on peut être très précis pour vraiment avoir une bonne compliance et observance du patient. Vous envoyez la recommandation en informant le mail de votre patient et donc il reçoit un seul lien avec une seule commande à passer et un seul colis qui va regrouper tous les compléments alimentaires dont il a besoin pour suivre le protocole que vous avez défini. Je vais repartager ceci. Donc voilà, je pense que j'ai été claire là-dessus. Beaucoup de laboratoires, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les besoins. Une grande facilité pour vous pour suivre l'observance de vos patients et une facilité aussi pour vos patients à mettre ce qu'il faut en place puisque un seul colis et une seule commande. Il y a de prochains webinaires qui sont prévus les semaines prochaines, donc vous pouvez aussi évidemment encore vous y inscrire.
Il me semble que j'ai fait le tour. Je vais mettre une petite bannière, un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer si vous n'êtes pas encore inscrit à Simplicure pour, nous informer de votre souhait en savoir plus et un de mes collègues, du coup, prendra contact avec vous pour vous présenter tout ceci. Voilà, Loïc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, pendant ce petit blabla, de découvrir les différentes questions? Oui, j'ai vu qu'il y en a une principale, mais je la comprends pas trop. Donc ce ne sont pas des protons, mais des atomes d'hydrogène. Donc je sais pas où est-ce que c'était, mais ma langue a peut-être fourché, hein, parce qu'il y a une véritable différence entre le proton et l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène contient donc un noyau avec un seul proton et un électron qui gravite autour du noyau. Le proton, c'est pas la même chose. Donc voilà, ma langue a peut-être fourché à ce moment-là. Oui, c'est possible, et je ne sais pas à quel moment ça a été posé, mais voilà, tu as bien spécifié, c'est super. Il y en avait aussi quelques-unes dans le fil de discussion, notamment la dernière de Isabelle qui dit: «Quel est l'impact de la cuisson, qui sont souvent des ondes, sur les aliments?» Bah, c'est une bonne question, puisque la cuisson de base, alors là, je pourrais en rentrer dans mon. Euh, Comment dire? La cuisson va obligatoirement altérer l'aliment. Mais l'aliment, il s'altère à partir du moment où on le coupe, où on le cueille. Hein. Il y a des modes de cuisson, je pense à un mode de cuisson à la vapeur douce en particulier, qui est basé à partir de la physique quantique et qui, à partir du nombre d'heures, qui va élever au niveau énergétique les aliments. Par contre, la cuisson va obligatoirement altérer et va faire en sorte que ça émet moins d'énergie, si vous vous rappelez des photos, de photons. Par contre, si on peut redynamiser ou remagnétiser, si on se projette là-dedans, hein, les aliments que l'on a déjà cuisinés. Mais par contre, si parmi vous, il y en a qui pensent que manger cru, c'est manger vivant, bah, vous l'avez bien vu sur les images, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que et c'est pour ça d'ailleurs que en Asie, dans certains restaurants, en tout cas c'était le cas à l'époque, on choisissait le poisson dans l'aquarium que l'on allait manger. Parce qu'en fait, plus il est coupé et consommé proche de sa mort, plus il va avoir une émission de photons cohérente. Mmh, c'est ça, et à l'heure actuelle, quand on achète du coup des légumes qui ont traîné pendant plusieurs jours sur un étal de magasin, Ou qui heu, vient du bout du monde. on en est loin, c'est ça, tout à fait. Oui, exactement. Hem, bon, je pense que tu l'as déjà mentionné, mais une dame me redemandait si tu as des formations à conseiller, si on veut aller plus loin sur ce sujet. Bah, ça s'appelle, vous cherchez naturopathie quantique sur Google et il n'y a que moi qui forme à ça. Je vous le mets dans le texte, c'est sur navae.fr. Mais là, il y a une formation. Elle se donne maintenant uniquement en ligne. Euh, voilà, faute d'engagement, malheureusement, je ne le fais plus en présentiel aujourd'hui. Mais je le fais en ligne. Oui. OK, super, merci. Il me semble qu'on a fait le tour, des différentes questions. Je pense que ta présentation était suffisamment, claire et détaillée. Donc J'espère. il me semble en tout cas. Donc, un tout grand merci à toi, un tout grand merci à vous pour votre écoute et pour votre présence Merci à tout le monde. et à bientôt, qui À sait? bientôt. Au revoir Loïc.